Regard sur l'avenir, nouveau numéro, mesdames, messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver sur la C360, la télévision panafricaine. Au menu de cette édition, deux sujets d'actualité. Nous allons parler d'abord de diplomatie avec notamment la fermeture des ambassades de la Suède et du Danemark au Burkina Faso et au Mali. Question d'apporter des appréciations. Et dans un second temps, nous parlerons de l'éducation dans l'espace AES. Eh bien, le Premier ministre du Burkina Faso, Maître Apollinaire Kyelem de Tambela, suggère la mise en place d'un programme éducatif commun. Quel impact dans le court, moyen et long terme? Analyse et réflexion dans une poignée de secondes. Et pour les clés de lecture sur ces deux sujets d'actualité, je suis en compagnie de M. Labidi Naba. Il est le porte-parole du mouvement pour la cause du Faso, Faso Cause. Bonjour, M. Labidi. Bonjour, M. Dabira. Bonjour, camarade Traoré. Bonjour aux jeunes frères. Bonjour à tous les téléspectateurs de C360. Deuxième invité pour épiner donc sur ces sujets d'actualité, Alouna Traoré, il est militant de la révolution d'août 1983. Bonjour, M. Traoré. Salutations militantes à tous les téléspectateurs et à mes co-panélistes. Nous sommes encore là pour essayer d'éclaircir les situations. Merci. Troisième invité, M. Til Konaté. M. Konaté, le secrétaire général du mouvement 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. Bonjour, M. Konaté. Bonjour, M. Davira. Bonjour à l'ensemble des téléspectateurs et à l'ensemble des aînés ici présents. C'est un grand plaisir, en tout cas, d'être ici. Quatrième et dernier invité qui nous rejoindra donc en cours de marche. Il s'agit de Dacier de Bendouté, journaliste et sociologue. Eh bien, comme on l'a dit, nous allons commencer par donc la diplomatie. Dans un communiqué en date du 26 août 2024, le ministre des Affaires étrangères danois a annoncé la fermeture de l'ambassade du Danemark au Burkina Faso et au Mali. Le ministre évoque les coups d'État dans ces deux pays. Alors, je vais commencer déjà par vous, M. Traoré. Quelle est la réflexion que vous menez donc sur la fermeture de ces ambassades avec ce motif qui nous est servi? On se demande pourquoi maintenant le régime au Burkina Faso, le régime de transition va faire bientôt 2 ans. Pourquoi maintenant? C'est la diplomatie du mépris, de l'arrogance et de la condescendance. Ces pays, l'Occident collectif, ne nous considère pas, ne nous respecte pas. Ces deux pays qui ferment leur ambassade sous forme de... c'est les peuples qui ont fait. Les États de l'AES sont adossés au peuple. Depuis que leur démocratie, c'est pas hier que la démocratie ne marche pas. C'est pas la raison essentielle. La raison, c'est quand eux, ils ont soutenu les ASEAN, dit-on, entre griffes, venus d'Ukraine. Voilà tout le gros du problème. Ils disent une chose et ils font le contraire. Pour allier, parce qu'on a condamné l'attitude et le comportement de la Danemark et de la Suède en répression. Qui sommes-nous pour pouvoir redresser, leur faire la leçon? Or, ils sont là pour leurs intérêts. Bon, basta. Donc, c'est juste un alibi que de prétendre aujourd'hui que la raison est liée au coup d'État. C'est pas hier, c'est des faux prétextes. La raison essentielle, c'est quand les Ukrainiens se sont mis à attaquer les États de l'AES et nous avons remonté les bretelles. C'est la raison essentielle. Est-ce la même raison essentielle selon vous, M. Labidi Naba? Pourquoi maintenant? Quelle explication vous trouvez à cela? Avant tout propos, je voulais marquer ma condescendance par rapport à ce qui s'est passé à Barsalgo. Voilà, donc m'incliner devant tous ceux qui sont tombés et prier Dieu pour que les blessés retrouvent leur santé. Alors, pour venir au sujet, il faut dire tout de suite que je suis en phase avec les propos du camarade Traoré. Parce que quand on analyse la situation, d'abord, ce sont des pays du BRICS. Et disons, ce sont les pays de l'OTAN. D'accord? Ils font partie de l'OTAN. Et il n'y a pas, disons, il y a quelque temps, la Norvège avait rompu en tout cas avait quitté et le Mali et le Burkina. Mais
pendant ce temps, ces deux pays sont toujours restés. Jusqu'à ce que Tisawaten arrive et révèle les compromissions qui existent entre l'Ukraine et les terroristes qu'ils ont savamment surnommés rebelles djihadistes. Alors, suite à cette forfaiture, les pays de l'AES, donc le Mali et le Burkina, qui sont souverains, en tout cas qui affirment aujourd'hui leur souveraineté, comme il l'a dit, ont remonté les bretelles de cette Ukraine par rapport à ce qu'elle a posé comme acte, qui est très grave, face auquel la communauté dite internationale est restée muette. Et je rappelle d'ailleurs que les trois pays, y compris le Niger, ont déposé une plainte contre l'Ukraine sur la table du Conseil de sécurité. C'est eu égard à ça et en solidarité avec les pays de l'OTAN, puisque la guerre entre l'Ukraine et la Russie n'est rien d'autre qu'une confrontation entre l'OTAN et, à la rigueur, les pays du BRICS. Dans tous les cas, c'est l'OTAN contre la Russie, ça au moins c'est clair. Et qui s'est déporté à Tisawaten, donc dans une région c'est ce qui explique que la fermeture, l'annonce de fermeture donc, est faite maintenant. Tout à fait. Et dans leur annonce, les deux pays disent clairement que c'est parce que la situation sécuritaire se dégrade et aussi parce que ces pays se lient à des mercenaires. Exactement. Pour parler de Wagner. Voilà. Donc, alors, je vais déjà même lire un passage donc, de ce communiqué. En raison des coups d'État militaires qui ont fortement limité les possibilités d'action dans la région du Sahel, les ambassades du Burkina Faso et du Mali seront fermées, lit-on dans le communiqué. Alors, Monsieur Til Konaté, la raison, justement, est-elle convaincante, à votre avis? Est-ce qu'on n'aurait pas pu évoquer des questions de terrorisme au lieu de brandir de tels arguments? Merci. J'aimerais aussi emboucher un peu la même trompette que le grand frère l'avait dit. Et manifester également toute ma solidarité à l'endroit de nos parents de Barsalgo et dire que cela vient nous rappeler à quel point notre option choisie par les autorités qui consiste à confronter de la façon la plus brutale ces barbares est la bonne. Parce qu'aussi longtemps que nous n'aurons pas réussi à les contraindre à respecter les lois de la République, ils continueront à commettre ces barbaries-là. Et aucun pays au monde n'est à l'abri de voir des civils attaqués par des barbares. On en voit des modèles partout. Et évidemment, quand ils ne peuvent plus s'en prendre aux forces armées, ce sont les civils innocents qui deviennent la cible. Pour en revenir à la question de ces pays scandinaves qui nous disent au revoir et qui nous expliquent que c'est lié au fait que nous ne sommes plus assez démocratiques, je dirais aussi également que c'est la réorientation et la redéfinition de nos priorités de diplomatie extérieure déjà, qui pose problème. Parce que j'abonde aussi dans le même sens en disant qu'aujourd'hui, il y a une confrontation géopolitique globale entre l'OTAN et la Russie. Et dans cette confrontation, il y a ce qu'on appelle les chiens de guerre de l'OTAN. Les principaux chiens de guerre de l'OTAN, c'est les pays baltes, les anciens pays de l'URSS et les pays scandinaves. C'est les principaux chiens de guerre, on les appelle les war dogs, les chiens de guerre en anglais. C'est eux qui sont réellement les éléments les plus excités dans la volonté d'en découdre avec l'Ukraine. C'est eux-mêmes, quand vous voyez, ils sont beaucoup plus excités que les Américains eux-mêmes parce qu'ils sont convaincus que l'occasion est donnée d'en découdre avec la Russie, alors que les Américains eux-mêmes craignent d'aller directement à l'affrontement avec la Russie. Et dans ce contexte-là, vous savez, les pays scandinaves, ce sont un peu les laboratoires de la social-démocratie. Cette social-démocratie fondée essentiellement sur l'exploitation de leurs ressources qui les a rendus immensément riches, mais aussi qui en a fait un laboratoire du wokisme. Ce wokisme qui a abouti au phénomène des LGBTQ aujourd'hui avec toutes les exigences des droits de l'homme, des droits des minorités et tout,
est le cœur de la démocratie libérale, je dirais. Parce que vous voyez, ce sont des pays qui essentiellement finançaient dans nos pays les ONG, enfin des associations qui agissaient dans le domaine du genre, de la défense des droits humains, de la défense des minorités aussi, un peu en bas. Et pour l'essentiel, il faut quand même admettre que ce sont des pays qui vendent un modèle social. Et on dit que chaque pays doit avoir le choix de choisir le modèle social qui lui correspond le mieux. Mais vous voyez bien que les Occidentaux ont, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et surtout après l'effondrement de l'URSS, choisi d'uniformiser les pratiques sociales dans le monde et culturelles autour du libéralisme. Et ces pays scandinaves-là sont en quelque sorte les chevaux de Troie qu'on envoie. On ne voit pas trop les autres derrière. Et ils ont l'argent, ils disent, bon écoutez, vous êtes libéraux, démocrates, ou bien nous ne sommes pas là. Parce que nous avons plusieurs fois posé la question de la démocratie en disant, il n'y a pas qu'une seule forme de démocratie au monde. Il y a la démocratie libérale, certes, qui est largement sponsorisée par les bailleurs occidentaux, mais il y a aussi la démocratie populaire, il y a aussi la démocratie parlementaire, il y a la démocratie d'essence chinoise, par exemple, qui n'est pas très financée, donc on n'en parle pas. Donc, du coup, je crois que c'est les bailleurs d'une forme de démocratie qui s'en vont. Ça va peut-être même nous permettre de mieux réfléchir nos problématiques et de définir de façon très claire ce qu'il nous faut. En tout cas, l'ambassadeur danois dit qu'ils sont limités justement dans les possibilités d'action sur le terrain dans le Sahel. Ce n'est pas certainement le problème de la limitation. Je ne crois pas que les espaces libres au Burkina pour circuler étaient plus vastes au Burkina dans les années 2021. Non. Le seul souci, c'est qu'ils n'ont plus, parce que vous savez que, et ça, bon, c'est un secret de polichinelle, beaucoup de personnalités qui étaient en quelque sorte les répondants des financements de ces ambassades-là au pays sont aujourd'hui hors des frontières parce qu'ils ont été souvent engagés dans des dynamiques anti-transformation qui les a poussés à prendre les murs avant que la rigueur de la loi ne les atteigne. De sorte que beaucoup de projets qu'ils voulaient mettre en œuvre ne peuvent plus être mis en œuvre. Et de sorte que, bon, s'ils n'ont pas ces répondants-là, ils considèrent qu'ils ne peuvent plus agir parce que ce sont des hommes qui les aidaient à mettre en œuvre les agendas dans notre pays. Je pense que c'est fondamentalement ça leur problème. En tout cas, rappelons que pour ce qui est de la fermeture de l'ambassade de la Suède au Burkina, c'était annoncé depuis le 24 juin 2024. Alors, M. Traoré, je viens à vous cette fois-ci. Quel est le message justement que ces pays scandinaves renvoient au monde entier? Le message, c'est leur complicité active avec ceux qui nous attaquent. C'est le message? C'est le message. L'harmonie. Sur le front. Ils sont en train de se dévoiler alors? Voilà, c'est le dévoilement où ils étaient cachés. Sinon, si vous suivez l'agenda, ils professent, ils nous parlent de coup d'État, de valeurs démocratiques. Mais les États de la Confédération n'est pas née avant-hier. Encore moins. Justement. C'est étonnant que c'est après Tinzaouaten qui révèle la position incestueuse que ces pays scandinaves-là ont eue en soutenant l'Ukraine dans cette attaque-là. Et les pays de l'AES, la Confédération, a réagi vigoureusement et on ne nous tolère pas ça. Le droit de penser, le droit d'être nous-mêmes, le droit de choisir la démocratie qui nous convient. Comme le camarade Konaté venait de le dire tout de suite, tant mieux. Si on se débarrasse d'eux, c'est une façon de nous assumer. L'affirmation de notre souveraineté, qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là, le sort de la Confédération ne dépend pas des pays scandinaves. Nous sommes en guerre, vous ne pouvez pas demander que nous soyons en guerre. C'est vous qui nous attaquez et vous nous imprimez des rythmes d'observer la démocratie. Où a-t-on vu ça? Donc, c'est vouloir une chose et son contraire. Ils sont en train de cacher la façon, le fait d'avoir soutenu l'Ukraine dans l'attaque Tinzaouaten, c'est tellement honteux qu'ils se dévoilent au grand jour. Ils nous attaquent, on réagit et ils montrent que ils sont dans des rapports léonins. Ils nous disent de les accepter. Alors c'est un bon débarras? C'est un bon débarras. On leur dit au revoir de toutes les façons. Ils ne veulent pas de nous, nous aussi. Nous n'en voulons pas. Monsieur Davidi, c'est un bon débarras? Oui. Parce qu'il faut aussi savoir que ce sont des bailleurs financiers. C'est possible. Le destin. Vous savez, il y a une chose sur laquelle nous devons attirer l'attention de nos compatriotes qui concerne le fait que on a toujours depuis longtemps savamment incrusté dans l'esprit de nos populations que nous dépendions justement
de l'aide, de l'appui budgétaire, de l'appui que ces ONG et ces pays viennent nous apporter. Pourtant, en réalité, ce n'est qu'une forme, non seulement de domination, et aussi une forme de maintien de nos populations et de nous-mêmes dans un registre bien contrôlé où eux, ils arrivent à faire leur exploitation de façon tranquille et de façon approfondie. Sinon, comment on peut comprendre que des pays dits pauvres, pour prendre le cas de notre pays, le Burkina Faso, où on nous a toujours fait réciter que c'est un pays de l'interland, c'est un pays qui n'a pas de débouché maritime, qu'il est pauvre et tout. Très endetté, voilà, très endetté. Même très endetté. Et quand l'heure arrive de se séparer, subitement, ils ne veulent pas quitter. Alors, je parlais des questions de financement, ça vous a fait rire. Oui, attends, je vais vous lire un petit passage du ministre suédois qui disait que on ne peut pas soutenir la guerre d'agression illégale de la Russie contre l'Ukraine et recevoir en même temps plusieurs centaines de millions de kourounes chaque année en aide au développement. Plusieurs centaines de millions de kourounes, c'est la monnaie, justement. Oui. Voilà. Qui se révèle. Voilà, qui se révèle. Oui. Donc, ça pose en même temps la réflexion, justement, profonde qu'on doit avoir sur la question de l'aide au développement. Bien sûr, tout à fait. Et je vais rappeler qu'en février 2024, quand il s'est agi pour le camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, de dénoncer la convention fiscale de non-double imposition, qui était une arnaque imposée à nous depuis les indépendances, mais c'est la France elle-même qui dit qu'elle suspend l'aide au développement. Depuis ça, jusqu'à aujourd'hui, cette aide n'est plus revenue. Mais le Burkina Faso se porte très bien, mieux qu'avant. Puisqu'avant, quand cette aide était là, nous n'avions pas d'armes pour combattre. On avait 2 Kalachnikov pour 5 soldats. C'était, d'une certaine manière, les vendre à l'ennemi. Mais aujourd'hui, nos soldats sont équipés de la tête jusqu'aux pieds, ont les munitions qu'il faut et désormais le courage qu'il faut, y compris les VDP. Donc, pour corroborer ce que vous venez de dire, c'est tout simplement des subterfuges que l'Occident a toujours employés pour nous maintenir. Et quand vient le moment où subitement il faut réagir, sans réfléchir, il se révèle, comme l'a fait le responsable danois. Alors, regard critique, monsieur Til Konaté. La question de l'aide au développement, c'est l'argument souvent que ces partenaires brandissent. Je dirais 2 éléments. Ils disent qu'on ne peut pas soutenir l'agression de la Russie en Ukraine et avoir des millions. Et en même temps recevoir justement plusieurs... Oui, c'est l'argument qu'ils nous servent. Mais le président Sankara disait que nous voulons l'aide qui nous aide à nous débarrasser de l'aide. Vous savez qu'après 87, l'essentiel de l'aide qu'on nous a envoyée, c'est une aide qui nous a rendus encore plus esclaves, plus dépendants. L'essentiel des programmes d'aide des pays comme la France ou comme les pays scandinaves sont orientés dans des directions qui, eux, les plaisent à eux. Ce n'est pas forcément orienté dans nos priorités. Ils disent, nous allons donner tel montant pour agir sur les questions de genre ou sur les questions, comment on appelle ça, d'éducation sexuelle. Ils choisissent toujours les modèles où ils veulent que l'argent aille. Ce n'est pas notre État qui décide de la priorité. Il n'y a qu'en Afrique qu'on fait ce genre de choses. Ce n'est pas pour aider au développement. Et c'est justement pour cela qu'il n'y a jamais eu de résultats probants de cette aide que l'on prétend déverser en Afrique, mais qui ne produit jamais rien. Et depuis toujours, nous avons dit, il faut que les gouvernants aient le courage de dire, on ne veut pas de telle aide, sauf si vous voulez la mettre ici, qui constitue notre priorité. Et je pense que quand une aide empoisonnée comme celle-là s'en va, il ne faut pas pleurer. Il faut être assez fier même de son départ. Il y a
cette économiste gambienne qui a produit une œuvre en 2009 sur la question de l'aide en Afrique. Le titre de l'œuvre même, c'est L'aide fatale. Elle explique comment l'aide des pays occidentaux, des institutions bilatérales comme multilatérales, est le principal outil de déstructuration des économies africaines. Parce qu'elle installe la mentalité de mendicité qui consiste à croire que avec l'aide, tout pourra être résolu et à ne jamais avoir cette, comment on appelle ça, cette propension humaine à la créativité pour trouver des solutions. De sorte que même les secteurs de structuration essentiels sont abandonnés pour attendre l'aide. Là où on devait investir dans l'agriculture, on s'est dit, bon, non, écoutez, on va importer. Parce que l'aide va permettre de résoudre les autres problèmes qui sont à côté. Là où on devrait aller prendre de l'argent sur les marchés financiers, on prend des prébands auprès de bailleurs de fonds qui ne résolvent pas réellement le problème, mais qui se permettent simplement de survivre. Et en fait, c'est dans cela que les pays se sont déstructurés jusqu'à aujourd'hui où on est dans des crises absolument multisectorielles. Multisectorielles. Monsieur Aluna Traoré, l'ambassadeur danois, dit que le Danemark compte se rediriger vers d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale et du Nord. Et il cite nommément le Sénégal, le Rwanda et la Turquie. Quel commentaire vous en faites? Non, vous voyez, je parlais la dernière fois de catéchisme et de narratif du monde occidental. Le camarade vient de parler de l'Est qui anesthésie. Qui aliène. Qui aliène. Et qui entretient la bureaucratie locale. Vous voyez le départ de ces Danois et de ces Suédois, il y a une frange de la bureaucratie administrative locale qui est aux abois. Qu'allons-nous faire? Que vont-ils devenir? Alors que le grand peuple s'assume. Tout ça, c'est les révélations de la guerre. La guerre va porter au grand jour toutes les contradictions de tout genre, les liaisons incestueuses. La guerre met au grand jour tout ça. Tinzawaten, personne ne parle de Tinzawaten. Au lieu de parler de Tinzawaten, de leur liaison incestueuse de l'attaque, ils sont solidaires de l'attaque qui a échoué à Tinzawaten. Au lieu de parler de ça, ils vont nous parler de démocratie, des droits de l'homme. Tout ça, c'est pour divertir la galerie. Ils ont pris une culottée, une déculottée à Tinzawaten. Au lieu de parler de ça, ils vont nous distraire. De toutes les façons, comme le camarade vient de le dire, bonjour, ils sont partis, nous sommes prémunis du libertinage et de la bestialité du monde occidental. Les LGBTQ, que sais-je encore, ils veulent nous imposer leur façon de voir. Or, nous voulons voir le monde autrement. Donc, cette guerre-là, c'est une guerre de mentalité, guerre de diplomatie, et la souveraineté, finalement, c'est ça, se conjugue. Pendant que tout cela part, nous devons nous unir. Aujourd'hui, plus qu'hier, nous connaissons ceux qui nous combattent. En tout cas, l'alliance occidentale de tous qui nous combattent. Ils nous vont pendant que nous parlons de guerre, ils parlent de démocratie. Pendant que nous parlons de solidarité entre nous, ils parlent des droits de l'homme qui ne sont pas réunis. En tout cas, courir et puis se chatouiller, vraiment, c'est très contradictoire. C'est ce que l'ambassadeur danois dit clairement. Il dit que ils n'ont plus d'intérêt chez nous. Je cite, il dit, notre ambition est d'être présent là où cela fait sens, là où nous avons un potentiel et là où nous avons les intérêts danois, a-t-il clairement précisé dans son communiqué. Les intérêts danois sont fondamentalement en contradiction avec les intérêts des États de l'AES. Nous ne pouvons pas accepter et admettre qu'on nous attaque au grand jour. Et pendant qu'on nous attaque, ceux qui disent qu'ils coopèrent avec nous se lèvent c'est maintenant ils veulent nous abandonner, mais tant mieux. Parce que nous sommes en difficulté et parce que nous ne faisons pas les choses comme eux voudraient qu'on les fasse. Ou non, nous avons demandé. Ceux qui aiment le Burkina soutiennent le Burkina dans son effort de paix, en nous armant, en nous poussant à nous renforcer davantage, être un front uni dénoncer toutes les amalgames internationales contre les pays de la Confédération. Donc, que ces amis-là, les amis entre griffes partent, mais ils sont en train de répondre à un agenda. Voilà. Donc, nous aussi, nous répondons à un agenda, la fermeté et la solidarité entre les États de l'AES. Ce qui touche au Niger, au Mali, au Burkina, a touché à tous nos États. La Confédération est active, elle se porte mieux en se débarrassant de ces genres de coopération aliénante.
et assujettissant. Vous avez vu leur attitude d'arrogance. C'est eux qui montrent où il y a du sens. Mais ont-ils demandé aux États de la Confédération quel est notre sens, le sens que nous avons? Nous, nos sens ne sont pas les mêmes que leurs sens. Notre moralité est différente de leur moralité. À tout point de vue, nous ne voulons plus d'anesthésie. Comment ils se mettent en position de supériorité? C'est eux qui doivent nous aider. C'est eux qui doivent dicter nos comportements, notre façon de faire, notre façon de marcher. Un pays en guerre, vous nous demandez, vous parlez des droits de l'homme et de la démocratie, ça a dormi. De quel intérêt danois le ministre fait allusion, à votre avis? Le ministre... Parce que quand il dit que notre ambition, c'est d'être présent là où cela a du sens, où nous avons des intérêts danois. C'est une clarification qu'il a apportée. Il fait allusion à quoi? Déjà, il faut savoir que il parle d'un intérêt d'abord commun à leur organisation commune, l'OTAN. Ils ont d'autres organisations où ils se retrouvent. Et commune à un lien qu'ils ont avec la France, parce que eux respectent un certain nombre d'acquis. Nos pays sont considérés par ces différents pays occidentaux, scandinaves et autres, comme étant la propriété privée de la France. Merci. Et donc, le fait que, avec la France, les relations sont allées de mal en pis, il était même prévisible. Et d'autres pays vont annoncer leur départ, hein, le départ de leur ambassade, ou même vont corser un certain nombre de choses vis-à-vis de nous, nos intérêts à l'extérieur. Ça ne doit pas nous étonner. Donc, le fait que ces relations sont dégradées avec la France, mais toute la suite qui la soutient va justement se sentir aussi frustré, se sentir visé. Et donc, les intérêts sont des intérêts diplomatiques, des intérêts de géopolitique, des intérêts économiques et des intérêts tout simplement stratégiques dans un monde où justement la bipolarisation qui est toujours patente va et s'exprime dans un registre où l'OTAN est en train de perdre beaucoup d'intérêt au niveau de l'Ukraine. Et donc, il faut affaiblir les pays. Ils pensent qu'en partant, ils nous affaiblissent. Donc, c'est pourquoi ils brandissent la question monétaire, la question de financement. Tout à fait. Donc, il faut affaiblir ces pays où ils veulent désormais transporter leur guerre de façon ouverte. Donc, ils l'ont commencé à Tizawaten. Donc, c'est un signal pour nous de nous remobiliser, d'être vigilants, parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, Barsalgo et les choses qui pourront venir ne seront toujours commandités. Et les commanditeurs, les liens sont souvent subreptices et nous devons être sur nos gardes. Sur nos gardes et fiers donc de les laisser partir. Mais bien sûr, alors, la souveraineté d'ailleurs s'exprime ainsi. Monsieur Til Konaté, commentaire par rapport à ces propos, à ces arguments, à ces clarifications apportées par le ministre danois avant qu'on aborde le prochain sujet. Danois. Je pense que ce serait un peu trop osé de vouloir définir clairement c'est quoi les intérêts du Danemark. Parce que dans la géopolitique, c'est surtout les intérêts financiers et économiques qui motivent la présence des États. Mais dans le cadre du libéralisme économique, il y a souvent des liens non dits qui poussent des États à intervenir dans un pays alors que le retour sur investissement passe par un autre pays. Tout compte fait, je pense que ces pays scandinaves-là se posent en champion de la démocratie libérale. Et comme ils sentent qu'aujourd'hui, il y a une dynamique globale de réflexion même sur le modèle démocratique qui ne permet plus d'avoir cette influence qui rend quasiment indiscutable le modèle de démocratie libérale, peut-être qu'ils sentent effectivement que leur intérêt principal qui était d'influencer nos codes sociaux
est désormais menacée de sorte qu'ils se sentent motivés de partir. Mais, vous savez, il ne faut pas être choqué de ça. Comme on a plusieurs fois répété ici, il faut le prendre tel quel. Ça fait partie des dynamiques de l'histoire. Aujourd'hui, ils partent, demain, ils viendront. Aujourd'hui, vous savez tous que le Vietnam est l'un des pays les plus courus par les pays occidentaux qui, en coalition, leur ont fait la guerre et ont tué des millions de personnes avec du napalm dans les années 75. C'est un pays qui ne pratique pas de démocratie libérale. Ils ont un parti unique, comme en Chine, un secrétaire général qui est président du pays, mais c'est un pays que toutes les entreprises occidentales courent parce qu'ils ont une ressource humaine très bien formée et un peu plus disciplinée. Ils vont courir pour venir ici, pour peu qu'on réussisse nos défis. Il n'y a que nos défis qui vont définir notre rapport aux autres. Ce n'est pas à eux de définir les rapports qu'ils doivent avoir avec. Parlons de défis, on va parler de défis sur le terrain de l'éducation cette fois-ci, et c'est notre deuxième sujet. Alors, le Premier ministre, Dr Apollinaire Kilem de Tambela, a reçu en audience vendredi dernier le ministre malien en charge de l'éducation. Les deux personnalités ont échangé sur l'éducation dans l'espace AES. C'était donc en marge de la journée de l'excellence 2024 à Ouagadougou. Alors, Monsieur Traoré, les deux ministres ont évoqué justement la volonté donc de mettre en place un programme éducatif commun dans le domaine de l'éducation de base. Appréciation. Notre aîné, le professeur Kizerbo, disait Nan Lara Ansara, où il disait éduquer ou périr. Que les États de l'AES se fondent sur une éducation commune, vraiment, il fallait s'y attendre, c'est la mieux venue. Le camarade Konaté parlait de discipline. Nous n'avons jamais vu les atouts de cette guerre-là, c'est qu'elle nous commande la discipline. Partout où les États, où les peuples ont réussi, c'est dans la discipline. Dans le yaré et le désordre, on ne peut pas réussir. Or, l'éducation doit avoir cette faculté-là de nous inculquer la discipline. Ailleurs, on dit, la discipline fait la force des armées, mais la discipline fait la force des peuples en lutte. L'école aujourd'hui produit, qu'on le veuille ou pas, des indisciplinés. Des gens sûrs d'eux, arrogants et fiers. Suivez mon regard, c'est l'attitude du maître. Tous ceux qui sont maîtres du savoir. Ailleurs, le savoir engendre l'humilité. Sous nos tropiques, le savoir engendre l'arrogance et la fierté. Aucune humilité. Quand vous voyez un professeur d'université, c'est comme si vous êtes face à un dieu. Donc, ailleurs, un professeur d'université, un japonais, ou que sais-je encore, ou en Chine, il y a. Et pourtant, c'est facile à discipliner. C'est la discipline organisationnelle, la discipline éducative et la discipline économique. Et ils cherchent la vérité dans les faits et dans les actions. Donc, encore une fois, le Premier ministre Apollinaire et le ministre de l'Éducation nationale du Mali... quand même une idée de génie que de vouloir... c'est très génial. Mettre en commun, justement. La formation de l'être. La formation de l'être. Alors, je précise qu'ils ont dit qu'ils vont passer donc justement à l'harmonisation de l'enseignement et surtout de l'introduction de l'histoire et de la géographie dans chaque pays, dans chaque pays et dans les programmes donc scolaires. Monsieur l'avait dit, on prend le taureau par les cornes. Oui, tout à fait. Je le disais tantôt, on nous a inculqué, on a inséminé dans nos esprits, dans notre mentalité, que nous étions des pauvres et que nous ne pouvions vivre qu'en tant qu'assistés. Mais c'est par l'éducation qu'on est arrivé à fabriquer toute cette masse de soldats qui se battent dans leur propre pays, pas pour leur pays, contre leur propre pays, mais pour servir le véritable ennemi qui est leur maître. Aujourd'hui, sur les plateaux de télé et un peu partout, vous allez voir des noirs bon teint, mais qui sont offusqués par rapport à la dynamique révolutionnaire et de souveraineté que nous avons entreprise depuis septembre 2022, ou du moins que nous avons reconduite, puisque c'est le référentiel de la révolution d'août qui est encore là, qui sont offusqués
et qui crie partout que mais cette voie-là va nous amener au chaos. Mais il a raison. Il a été formaté parce qu'il a été gagné par l'esprit. Et c'est à ce niveau, la mentalité, qu'il faut former l'homme. Et comme l'ont dit mes camarades, Konaté, le camarade Traoré, c'est vrai que nous devons déjà travailler à inculquer au Burkinabé qui naîtra aujourd'hui les valeurs burkinabées, les valeurs maliennes, les valeurs nigériennes, qui sont d'ailleurs les mêmes. Nous devons arriver à bâtir l'homme véritablement patriote. Donc, ce travail se fait dans une harmonisation de notre éducation, comme l'a si bien vu le Premier ministre Maître Kelem de Tambela, et aussi dans un engagement commun à pouvoir apporter à nous-mêmes et aux plus jeunes ces valeurs, cette moralité, cette combativité et puis ce sens du travail. Ce sens du travail. Monsieur Til Konaté, alors l'introduction de l'histoire et de la géographie dans chaque pays de l'AES apportera quoi dans le court, moyen et long terme pour les générations à venir dans notre espace? Pour les générations à venir, ça peut changer la donne. Mais ça dépend de ce qu'on en fait. Avant même de venir à la question de l'histoire et de la géographie, je me prête à rappeler chaque fois que, vous savez, l'école est d'abord un projet politique. L'école n'est pas une institution neutre. Un programme politique qui n'a pas un projet politique indépendant propre et absolument original de l'école n'est pas encore un projet politique en réalité. C'est un projet politique républicain qui doit être coupable d'une vision tranchée du monde. Malheureusement, chez nous, je pense que la révolution d'août 83 avait tenté de le faire, parce que Sankara, dans son discours de Gawa, avait précisé, avait donné le ton. Qui rentre et qui sort à l'école? L'école est un moule en réalité. Si on n'a pas un projet pour le moule, à la sortie, vous avez un homme au comportement imprévu. Malheureusement, nous avons une école dont le projet nous échappe entièrement. Vous savez, l'an passé, je ne sais pas si vous vous rappelez de la période, lorsque en 2023, le gouvernement, en tout cas c'est au ministère de l'Enseignement qu'il avait été lancé, la volonté de revoir le contenu, le programme du primaire et du lycée. Et Burkina 24, je pense, avait fait une interview d'un des techniciens du ministère. En lisant, je découvre le technicien qui explique que en fait, depuis les 30 dernières années quasiment, chaque fois que notre gouvernement entreprenait, parce qu'il y a eu beaucoup de réformes du système à l'intérieur des programmes, chaque fois qu'on envisageait de refaire les programmes, il y avait toujours un cabinet qui arrivait, cabinet extérieur, qui disait, oui, vous savez, on sait que vous voulez faire une réforme de l'éducation, mais nous, on est déjà habitués à faire ça. On va vous partager notre expérience. Vous n'avez même pas besoin de payer pour ça. Il y a telle structure, telle organisation multilatérale qui va payer. Ou bien il y a telle ambassade qui va s'en charger. Ne faites rien, nous on va vous amener. Et c'est sur la base de ça que l'on formait notre jeunesse. On forme nos élites sur la base d'un programme qui est conçu par des gens dont on ne connaît pas les agendas. Parce que ça nous permet d'économiser de l'argent. On ne peut pas faire de l'économie avec l'éducation d'une ressource humaine. Le résultat, c'est que nous avons aujourd'hui une élite intellectuelle qui se sent plus citoyen du monde que citoyen du pays où il vit. Ils sont plus attachés aux idées classiques, aux penseurs universels, aux idées universelles, qu'à la nécessité de prendre position. Justement, c'est ce qu'on leur a appris. On connaît plus l'histoire de Napoléon que l'histoire de Diabalompo. Évidemment. Et justement, l'enseignement de l'histoire et de la géographie, de façon repensée à notre jeunesse depuis le bas âge, va servir à comment on appelle ça, à l'ancrer dans cet espace, à lui permettre de prendre position, de prendre possession de cet espace qui lui appartient, mais surtout de s'approprier cette histoire. Parce que vous savez, l'histoire est un défi que l'on jette au visage des générations présentes, pour leur dire, vous avez ces défis-là à relever. Mais aussi longtemps que vous ignorez l'histoire, et surtout que vous ignorez la part essentielle de l'histoire, vous ne pouvez pas vous révolter. Parce que vous n'avez même pas de quoi vous révolter.
L'histoire est un carburant. Mais malheureusement même, l'histoire qu'on nous enseigne dans nos écoles, jusque-là, en tout cas, ça semble être une répétition ou en tout cas une simple répétition des dates. On n'a pas conscience de la charge historique de l'histoire. C'est ce que l'on doit pouvoir faire avec ce nouveau programme. Merci. Repensé. Voilà, ok, très bien. On va dire c'est une prise de conscience majeure qui va permettre justement de transformer les générations à venir. Alors, à quoi peut-on s'attendre dans le court, moyen et long terme? On a moins de 10 minutes. Je vais vous laisser 5 minutes et Labidi va clôturer. Bon, c'est vraiment une grande opportunité qui nous est offerte à l'école de soi-même. Les valeurs endogènes. Nous avons une histoire. Nous devons savoir de qui tenir. Avant, ceux qui réussissaient ici, c'est les gens de la famille Napoléon. Nous connaissons l'histoire des autres sans nous connaître. Pour une fois, par notre éducation, nous allons nous-mêmes à notre propre école. Nous avons des valeurs, nous avons des héros. Il faut les étudier et de qui se référer. Qui ne se connaît pas compromet l'avenir. Donc nous allons aller à l'école de nous-mêmes, au niveau des pays de l'AES, nous célébrer et de savoir de qui tenir. Vous avez vu la journée du 15 mai, la journée de nos traditions. Pour une fois dans l'histoire, on se réveille sur nous aussi, nous avons des traditions. Et ça a offusqué certains. Ça a dérangé les aliénés, les néocolonisés, et que sais-je encore, les nouveaux convertis, qui disent que nos traditions sont des voies de sans issue. Et ce nouveau programme va permettre aux gens d'avoir des clés de lecture. Merci. D'où nous venons et où nous voulons aller. Des grandes questions. C'est l'éducation qui nous permet ça. La fierté nationale, la fierté AES pour nous projeter dans l'avenir avec nos propres aspirations et nos propres ambitions. Merci. Donc, camarade Labidi. Merci Labidi. Vous avez le dernier mot. Dans moins de 4 minutes, nous aurons fini cette émission. Voilà, je dirais tout simplement que c'est une très bonne initiative qui doit participer à construire une éducation, une école décomplexée vis-à-vis de ceux qui viennent de l'extérieur, vis-à-vis de ceux qui viennent de la France. Une école qui s'appuie, comme les autres l'ont dit, sur notre propre histoire, notre propre vécu, nos propres expériences. Une école qui sait aussi anticiper parce que la modernité s'impose à tout le monde. Et donc, par exemple, aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle et tout. Il faudra que, d'une façon endogène, nous puissions anticiper et pouvoir bâtir et former nos propres techniciens qui seront nantis d'un esprit purement souverain, un esprit purement burkinabé ou purement de l'AIS. C'est ce qui va leur permettre, à la génération qui viendra d'être dans le concert des nations, d'être respecté, digne et bien sûr de pouvoir justement se faire valoir aux yeux du monde. Parce que la prochaine guerre sera une guerre culturelle. On dira donc que c'est une idée de génie que ces ministres, viennent d'avoir. Absolument. Monsieur Til Konaté, je dirais mon dernier secondes, mot. Rapidement. C'est la question de la langue. Moi, je n'aime pas omettre la question de la langue dans la question de la refondation de l'école. Il faut que l'on restaure les langues africaines comme outil d'acquisition de savoir. Aussi longtemps que les langues occidentales seront des langues d'acquisition de savoir, nous serons vulnérables. Merci. Nos langues sont des outils de science. Vrai. Il est temps de leur donner la place qui leur revient de droit. Merci, Monsieur Til Konaté. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du mouvement 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. Merci d'être passé. Merci. Merci à vous, Labidi Naba. Vous êtes le porte-parole du mouvement pour la cause du Faso Cause. Oui. Merci pour vos éclairages. Oui, merci Davira. Merci à vous, Aluna Traoré, militant de la Révolution d'août 1983, pour vos analyses éclairées sur ce sujet. Merci de nous avoir permis d'échanger. Salut à tous les téléspectateurs de C360. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, pour votre constante fidélité à nos programmes et restez toujours scotchés sur la C360. À très vite avec d'autres sujets de débat d'actualité.